Mercredi 30 novembre 2022, dernier jour du mois, troisième production de la semaine de votre programme quotidien. On remue l'actu sur les antennes de For You Media Africa. Mesdames, Messieurs, bonjour. J'espère que vous allez bien et vous faites bien d'être avec nous. Le sujet du jour nous conduit au Burkina Faso. L'ambassade de France a été reçue en audience par le Premier ministre du Burkina Faso. Voilà un renforcement de la coopération militaire. On en parlera durant cette émission avec notre consultant permanent, M. Noubissi Wafou, avec mes collaborateurs qui sont déjà sur ce plateau et que je vais présenter tout de suite. Je commence par vous. Komabité, bonjour. Bonjour Emma Mouto, c'est un réel plaisir et merci d'avoir commencé par moi aujourd'hui, car ce sont toujours les femmes avant les hommes. Ouais, aujourd'hui, il faut bien faire la différence. Faire l'alliance d'aujourd'hui. C'est un réel plaisir de vous retrouver tous les jours dans le cadre de cette émission On remue l'actualité, chers téléspectateurs. Vous êtes de nombreux, ou alors vous êtes très nombreux à nous regarder, à nous suivre sur For You Radio, sur For You Media Africa. Oui. Eh bien, nous, de notre côté, on joue notre partition en remuant l'actualité pour vous. Et aujourd'hui, on va parler donc en termes de l'info du jour, on va parler donc de la Côte d'Ivoire. Et quand on parle de Côte d'Ivoire, on parle donc du début du procès de l'attentat de Grand Bassam. Voilà donc une information qui a fait jaser la presse ivoirienne il y a de cela quelques années ou alors quelques mois par là, concernant donc ces personnes donc, qui ont été tuées, l'attaque donc a été revendiquée par les djihadistes et bref, de toutes les façons, nous allons remuer l'actualité avec vous dans ce sens-là lorsqu'il sera 11h passé, peut-être de quelques minutes. Merci Komabité, c'est le dernier jour du mois. Est-ce que les différents objectifs que tu t'es fixés en début de mois ont été atteints au moins combien de pourcents? Pas encore. C'est le dernier jour du mois. Oui, le dernier jour du mois, mais rien n'a encore été fixé, vous savez. Les objectifs fixés en début du mois. Les objectifs fixés même en début du mois n'ont pas été respectés, parce que quand vous fixez un objectif, c'est pour atteindre le but, mais à un moment donné, on se rend compte que ça n'a pas donné en fait. Donc, du coup, on s'est dit, bon voilà, vous pouvez, on dit souvent, l'on propose. Non, le mois a été difficile. L'on propose, je dispose, donc le mois a été très difficile. On espère que le mois prochain, il y aura donc, je ne sais pas trop, comment est-ce que je vais dire ça, il y aura peut-être amélioration surtout que c'est un mois festif qui s'annonce, le mois de décembre. Évidemment, donc il y a de quoi que les objectifs ne soient peut-être pas respectés, mais peut-être qu'ils seront respectés dans les mois à venir. De toutes les façons, nous sommes là, demain c'est le 1er décembre 2022, le dernier mois de l'année, le dernier mois du mois de l'année. Ouais, on essaie de faire un peu le ratio, le bilan de tout ce qui s'est passé, et puis on essaie de se projeter dans l'année à venir, et puis on essaie de voir est-ce que l'année 2022 nous a porté chance. Vous savez, chaque année on dit le bilan. Voilà, chaque année on a pour habitude de dire bonne année, heureuse machin truc, et puis bon, on se pose les questions comme chaque année, bonne année, et on ne voit jamais si c'est bon ou c'est mauvais. Donc, de toutes les façons, attendons 2023. Et c'est vrai que lorsque une année s'achève, une autre année commence, et quand cette année commence, il y a toujours des objectifs à atteindre parce que vous partez peut-être de 33 ans à 34 ans, ça fait un pas et ça fait aussi que vous grandissez ou alors vous mûrissez peut-être en maturité et puis on essaie de regarder d'autres horizons. Merci, merci Komabité. Elle est également là avec un magnifique chapeau que j'adore. Kouichou, bonjour. Quand on dit au Cameroun, voilà. Le béret bleu. Il n'est pas bleu, blanc. Non. Il est assorti à plusieurs couleurs. Du wax africain. Voilà, je préfère. Voilà. Bonjour Mouto, bonjour Komabité. Bon mercredi à tous ceux qui nous rejoignent et qui encore sont là ce matin au rendez-vous dans Remue l'actualité sur For You Télévision et bien sûr en simultané sur For You Radio. Je m'en vais également dire peut-être bonne fin de mois d'octobre et en m'avançant en disant bientôt bon début de mois de décembre. Oui. Donc, dans quelques heures. C'est la fin du mois, bientôt la fin de l'année également. L'heure est au bilan.
j'ose croire que si votre bilan pour cette année se montre des plus négatifs, il a encore un mois pour pouvoir changer les choses, se rattraper. Un mois, c'est quand même 30 jours et il peut en arriver des choses. 30 jours. Oui. On vous laissez pratiquement 11 mois. Et puis, pratiquement combien de semaines quand vous faites 4 fois 11, 4 fois 10, ça fait 40 semaines. Et puis, on avait 44 semaines. Donc, vous voulez donc dire après 44 semaines. Pourquoi pas? Tout est possible. 4 semaines de plus. Dans tous les cas, bon mercredi, on s'arrête là. Merci Kwetu. Voilà, mesdames et messieurs, j'espère que vos différents objectifs fixés en début de mois ont été atteints comme pour nous ici sur ce plateau. À présent, l'essentiel de ce que vous êtes censé savoir, le sujet du jour. Le sujet du jour, je vous l'ai dit, nous conduit au Burkina Faso. L'ambassadeur de France au Burkina Faso, Luc Alad, a été reçu en audience par le Premier ministre burkinabé. C'était hier. Est-ce un renforcement de la coopération militaire? Eh bien, le Premier ministre burkinabé, Apollinaire Kielem, a reçu en audience l'ambassadeur de France au Burkina Faso, Luc Alad, le mardi 29 novembre 2022. Il était question pour l'ambassadeur de s'imprégner des priorités du gouvernement lors de ce tête-à-tête. Les deux personnalités sont revenues sur la question du partenariat militaire entre la France et le Burkina Faso. En accroît l'ambassadeur français, la force spéciale française, c'est-à-dire Sabre, environ 300 militaires français implantés à Camboisin, restera au Burkina Faso si seulement les autorités le souhaitent. Selon Luc Alad, la coopération militaire d'entre les deux pays va évoluer de la manière dont les autorités burkinabées souhaitent que nous les menions. Voilà, pour ce faire, aujourd'hui même, le général qui commande les forces françaises du Sahel avait un entretien avec votre ministre de la Défense et le chef d'état-major général des armées pour justement faire le point sur la coopération militaire, a confié l'ambassadeur, avant d'ajouter que Barkhane, c'est fini. Il a également soutenu que les forces spéciales françaises resteront au Burkina Faso tant que les autorités burkinabées le souhaiteront, mais sous un format adapté. L'ambassadeur de France a par ailleurs condamné le fait que des manifestants s'en sont pris aux locaux de l'ambassade française au Burkina Faso. Madame, Monsieur, telle est notre thématique du jour. Vous, téléspectateurs et internautes, vous pouvez réagir par rapport à cette thématique sur notre page Facebook For You Media Africa. Vous laissez des commentaires et à la fin de l'émission, Komabité aura le plaisir de lire tous vos messages apparus durant toute l'émission. Je commence par vous, Komabité. L'ambassadeur français, Luc Alad, au Burkina Faso, a été reçu en audience par le Premier ministre burkinabé vers un renforcement de la coopération militaire. Comment est-ce que vous apercevez cela? Bref, les relations entre les humains, c'est à un moment donné, c'est plutôt une bonne chose. Je parle là des relations humaines entre des êtres humains. Ça, c'est quelque chose à apprécier. Mais c'est pas pour dire que j'apprécie l'initiative de la France. Non, loin de là. C'est simplement pour dire ici que on sait déjà quelle est la position de la France en Afrique. On connaît la position de la France en Afrique, notamment en Afrique de l'Ouest. Et quand on parle de l'Afrique de l'Ouest, on parle notamment du Burkina Faso, on parle du Mali, on parle du Nigeria, on parle de tous ces pays-là de l'Afrique de l'Ouest. Mais maintenant, si on revient au niveau de la coopération, on m'avait posé la question tout à l'heure, est-ce un renforcement de la coopération militaire entre la France et le Burkina Faso? Je dirais, a priori, la France est en train de vouloir recoller les morceaux. Parce que on sait, vous avez dit tout à l'heure là que la France a déclaré, ou alors l'ambassadeur français, Luc Alad, a déclaré que
les forces françaises pourront rester là si et seulement si le gouvernement burkinabé le souhaite, ou alors si et seulement si... bref, ils vont rester là tant que le Burkina Faso n'a pas dit de partir, et ils vont rester. Ça sous-entend que d'abord, ils ont compris, ils ont assimilé le fait que l'Afrique aujourd'hui a la possibilité de placer son mot, l'Afrique aujourd'hui a la possibilité de dire oui et de dire non, parce qu'ils ne sont pas embrigadés quelque part. Donc, du coup, ça veut dire qu'il y a un pas en avant. Puisque au départ, c'était que ces forces armées venaient s'implanter sans toutefois avoir l'aval de qui que ce soit, d'un gouvernement ou alors de je ne sais pas trop qui. Mais aujourd'hui, quand même, ils ont compris qu'en réalité, avant de faire quelque chose, il faut d'abord l'aval ou alors l'avis du gouvernement en place. Ça, c'est une bonne chose. Mais maintenant, dire que le Burkina Faso et la France vont renforcer les liens de coopération militaire, je dirais ma foi vraiment, je dirais non. Pourquoi? Parce que, vous savez, un pays peut aider un pays militairement si on se rend compte que ce pays est assis. Et on sait très bien que parmi les pays occidentaux, c'est-à-dire la France, en matière d'armement, la France n'a pas, ou alors la France est loin derrière certaines puissances même qui ont la force militaire. Parce que la France est un petit pays, donc il faut le dire. Mais maintenant, si on parle donc de coopération militaire, c'est dans quel sens? Est-ce pour pouvoir aider le Burkina Faso à lutter contre le terrorisme? Ça, c'est une question. Est-ce le gouvernement français va pouvoir apporter le soutien militaire? C'est-à-dire que donner les armes au Burkina Faso, ça c'est une autre question qu'on devrait se poser. Mais maintenant, quand on regarde au niveau de la géostratégie de la chose, on se rend simplement compte que, comme j'ai dit tantôt, la France est en train de vouloir recoller les morceaux. Ça n'a pas donné au Mali. Et au Burkina Faso, on est en train de vouloir... On regarde la tangente quand même que prend le président de la transition de ce côté-là, le capitaine Ibrahim Traoré. Est-ce parce que quand on regarde cette affaire-là, il ne faut pas simplement regarder au niveau de la coopération militaire. Il faut regarder au niveau de la politique. Qu'est-ce qui se passe? Pour moi, je pense que lorsqu'on regarde le côté français, c'est un peu pour pouvoir dire au président ou alors au capitaine Traoré que bon, attends, vous êtes jeune, vous êtes un jeune burkinabé qui a accédé au pouvoir, mais voilà, nous, on est dans la politique, il y a de cela belle lurette, et on pense que si vous travaillez avec nous, vous aurez la possibilité de pouvoir imposer peut-être votre hégémonie, ou alors vous aurez la possibilité, vous voyez un peu. Donc, la France aujourd'hui est en train de vouloir s'accaparer de certaines, comme on dit généralement chez nous, des brebis galeuses. On a remarqué en Côte d'Ivoire qu'aujourd'hui, la Côte d'Ivoire est devenue, ou alors, je n'ai pas envie de citer le nom de ce président, on sait très bien que lui, c'est une marionnette de la France, parce que là, on le sait, c'est au vu, au sud, tout le monde le sait, c'est pas moi qui le dis ici. Parce que si, et vous voyez donc que quand on regarde la Côte d'Ivoire et la France, la Côte d'Ivoire ne peut pas pleurer, la France n'intervient pas. Non, là tout de suite, la France va intervenir. Pourquoi? Parce qu'en fait, on garde les relations entre guillemets diplomatiques, c'est-à-dire qu'on garde les relations entre pouvoir dominant et pouvoir inférieur, ou alors subjectif, si je peux le dire ainsi. Donc, on se rend simplement compte que c'est peut-être la même chose que la France voudrait faire aujourd'hui du côté du Burkina Faso, c'est-à-dire qu'on a vu un jeune président que tout le peuple adore, que tout le peuple aime, mais maintenant on essaye de voir dans quelle mesure on peut penser pouvoir le manipuler. Parce une coopération quand on sait que le peuple est animé par le mot m'échappe. Un sentiment anti-français. On en a même vu la population qui ont enflammé les locaux de... Tout à fait. Voilà, on peut, vous savez, français du côté du Burkina Faso. Oui, on peut refouler un pays, mais que ce soit de manière diplomatique. On peut rejeter les Français aujourd'hui comme le Burkina Faso, comme le peuple burkinabé est en train de le faire, comme vous-même vous l'avez dit. On peut refouler la France peut-être au Mali, mais que cela soit de manière diplomatique, pour qu'après, qu'il n'y ait pas de retombées et qu'on vous dise que non, en fait, vous avez fait ceci, voilà la preuve de ce que vous avez avancé. Quand on regarde le Burkina Faso, il y a de cela, à l'époque
ce jeune panafricain que de tous nous avons aimé, Thomas Sankara. On a regardé la manière avec laquelle il a géré les Français, ou alors la manière avec laquelle il a géré les Occidentaux. C'était de manière diplomatique. C'est-à-dire que, oui, on s'amuse, mais en réalité, on sait là où on va. C'est-à-dire que, oui, vous êtes dans mon pays, vous êtes dans mon pays, oui, mais comme vous êtes dans mon pays, ça ne veut c'est pas parce que j'accepte que vous soyez dans mon pays qu'à un moment donné, vous allez penser que nous sommes vos marionnettes. Non, loin de là. Donc, c'est ce que je pense qu'aujourd'hui le capitaine Ibrahim Traoré devrait mettre en exergue, c'est-à-dire que accepter de l'aide si c'est une aide volontaire, mais on sait très bien que derrière toute aide se cache quand même un brin de mensonge là-dedans. Non, on le sait. On sait aujourd'hui que quand on regarde la France, comme j'ai dit tantôt, la France est en train de vouloir recoller les morceaux. Et on sait très bien que la France aujourd'hui n'arrive pas d'abord à assumer sa population aujourd'hui, parce qu'il faut le dire, la France n'arrive pas à assumer sa population aujourd'hui, parce que là-bas, la crise économique, elle est intense, mais c'est ce que les gens ne disent pas. Et pour comment donc un pays qui est défavorable, ou alors qui est en train de subir les effets de la crise, les effets de la pauvreté à un moment donné, parce que la France est en train de chuter, pense pouvoir aider un pays africain de manière... c'est-à-dire on parle de coopération militaire, parce que quand on parle de coopération militaire, on voit un financement, on voit un lourd financement. Donc moi je ne vois pas la France aujourd'hui en train d'injecter son capital quelque part et ne pas en tirer des bénéfices. Merci Koumabité. Je me retourne vers vous. Okwecho, le Burkina Faso, le premier ministre burkinabé qui a reçu en audience l'ambassadeur français au Burkina, Luc Alad. C'était hier du côté du Burkina. Voilà. Est-ce un renforcement de la coopération militaire? Comment est-ce que vous voyez la chose? Je n'utiliserai peut-être pas le terme renforcement, moi j'irais plutôt dans révision peut-être de la collaboration désormais militaire entre la France et le Burkina Faso. Alors ça peut sembler surprenant que quelques 10 jours après les manifestations contre la France qu'on a connues le vendredi 18 novembre à Ouagadougou, qu'on en vienne à cette collaboration, mais sur le plan politique et sur la réalité aujourd'hui que veut le monde, il n'est pas besoin de se fermer ou alors de se refuser à toute collaboration que ce soit avec un pays du fait qu'il y ait eu un malentendu ou alors du fait qu'il y ait eu des problèmes ou alors des discordances sur certains points. Non du tout. On peut avoir un problème militaire, mais essayer sur un point commercial, pourquoi pas s'entendre. Et on comprend aujourd'hui donc que le Burkina Faso l'a compris. Au final, qu'est-ce qui est reproché à la France? Ce n'est pas le refus total de collaborer avec la France, mais c'est l'approche paternaliste qu'ils ont vis-à-vis des pays africains et de leurs anciennes colonies qui crée foncièrement un problème. Donc, s'ils sont à même aujourd'hui de garantir qu'ils pourront, dans toutes les collaborations qui sont initiées, aller sur la base d'égalité, de respect, je ne vois pas pourquoi on va refuser de leur vendre notre coton. S'ils l'achètent bien, s'ils l'achètent même mieux que d'autres pays, je ne vois pas pourquoi on se refuserait à leur vendre notre cacao s'ils entendent, s'ils nous proposent bien et qu'ils ne vont pas sur la base de chantage ou de je ne sais pas trop quelle autre approche. Donc, autre chose également qui titille quand même mon esprit, c'est que cette sortie, ou du moins cette réception en audience de l'ambassadeur français intervient une semaine après la sortie de Sébastien Lecornu, le ministre français des Armées, qui dans un journal a fait une sortie lors d'un entretien qui avait d'ailleurs fait mouche dans le journal du dimanche et qui s'exprimait, et j'ai pu retrouver d'ailleurs une partie de cet extrait qui disait par rapport justement à la collaboration,
militaire, ou du moins à l'approche militaire de la France en Afrique globalement. Il disait il est évident que la révision de notre stratégie générale en Afrique interroge toutes les composantes de notre présence, y compris les forces spéciales. Voilà. Lui qui revenait notamment sur la place de Sabre. Sabre qui est le contingent des forces spéciales françaises basé dans la région de Ouagadougou et qui disait donc qu'il est important pour la France, après la débâcle de Barkhane, de reconsidérer l'approche désormais militaire de la France, reconsidérer la façon dont la France se déploie militairement en Afrique globalement. Et j'ai comme le sentiment que c'est justement déjà cette révision qui est amorcée. Ça ne ressemblerait pas à un mea culpa. À Ouagadougou. À mea culpa, moi je dirais non. De la part de la France. Vous savez... En tout cas, peut-être une volonté de prouver qu'on a dit qu'on va changer. Et on est en train de changer, regardez. Il y a un truc qu'il faut retenir. Vous savez, je vais prendre un petit exemple banal. Quand vous avez une souris à la maison qui grappine un peu votre morceau de pain, vous voyez, à chaque fois que vous posez le morceau de pain, la souris vient à votre absence et puis vient grappiller un peu le morceau de pain et puis elle s'en va. Mais maintenant, c'est la même chose que la France est en train de faire. C'est-à-dire qu'on ne veut pas de vous, bien sûr, on ne veut pas de vous, mais il n'y a pas de souci, on accepte. Peut-être qu'ils ont compris qu'il fallait revoir l'approche. C'est ce que je suis en train de dire tantôt. On n'a pas besoin de vous, oui, c'est vrai. Mais quand même, on est là, on vous donne quand même notre soutien. On sait que vous ne voulez pas de nous, mais on vous donne quand même notre soutien. C'est-à-dire quoi? C'est-à-dire qu'on ne sait jamais, vous pouvez changer d'avis plus tard et puis... Ou on vous fait comprendre qu'on a eu une approche qui n'a pas marché et autant maintenant initier une nouvelle démarche sur la base de ce que vous proposez. Moi, je vois une sorte de séquenciation. Et surtout que l'ambassadeur a précisé que les forces françaises vont rester si le gouvernement burkinabé le souhaite. Mais pourquoi il met la condition? C'est ça le problème. Pourquoi il met la condition? Il faut bien que le gouvernement burkinabé soit approuvé. De toute façon, de reconsidérer l'approche. Au Mali, on n'avait jamais mis la condition. On n'avait jamais parlé de si. Mais aujourd'hui, on parle de si au Burkina Faso. C'est une manière de mettre la pression au gouvernement burkinabé? Non, c'est une manière, en fait, j'ai comme impression, excusez-moi, mais j'ai comme impression que l'ambassadeur lui-même, il a fauté à un moment donné, parce que quand il dit si le pays, si le gouvernement le souhaite, lui-même, je suis sûr que quand lui-même il a encore écouté ça, je lui ai dit, mais qu'est-ce que j'ai fait? Comment j'ai dit le si? Comment je peux me permettre de dire si? Ça veut dire que je donne la possibilité au Burkina Faso de dire, ok, bon, cette fois-ci on a c'est ce que nous sommes en train de dire, c'est ça la base de la nouvelle approche. Puisque avant, ce n'était pas le si. On évoquait il y a quelques jours l'éventualité carrément d'un retrait des forces de Sabre dans des forces spéciales françaises au Burkina Faso. Et que quelques jours après, on n'évoque plus trop le fait qu'ils seront chassés du Burkina, mais qu'on envisage plutôt une approche différente, diplomatique, plus souple. On y va avec des pincettes. Et moi, je vois le si justement comme une façon d'aller avec des pincettes. C'est un peu, écoutez, même dans les approches de relations. L'aval du gouvernement est très importante. Voilà. Et puis, même dans les relations, moi j'aime toujours faire les métaphores dans les relations humaines, dans ma femme. Lorsque vous, messieurs, par exemple, vous savez que vous avez fauté totalement, même des décisions dans lesquelles madame n'était pas forcément consultée. On dit, on peut le faire si tu veux. Voilà, il faut y aller avec la méthode douce. Justement. T'as lui donné que c'est toi qui dirige. Elle est la tournante désormais des négociations. Vous savez, la France en matière de politique est très assise. Et la France fait un jeu de mots très, très stratégique. C'est-à-dire que si vous n'écoutez pas attentivement, vous allez vous perdre. Vous avez dit quelque chose de pertinent tout à l'heure, là, que quand la France, j'aurais voulu que vous nous relisiez encore le texte de tout à l'heure, pour qu'on essaye de comprendre ensemble dans quelle mesure
Qu'est-ce qui se passe même avec la France dans Il faut peut-être remettre cette sortie dans son contexte. Bien sûr. Il y a eu des événements à Ouagadougou le 18 oui. novembre, c'était un vendredi. Il y a eu des manifestations contre la France. 2 jours plus tard, le ministre des Armées français, Sébastien Lecornu, accorde donc cet entretien où on lui pose la question de savoir quel est l'avenir finalement des forces françaises au Burkina, en Afrique globalement, parce on vient de voir comment au Burkina, non seulement il n'exclut pas un départ des forces spéciales du Burkina Faso, mais il dit globalement en Afrique, il est question pour la France désormais de réviser son approche. Voilà. Et si, même avec ces révisions, on n'est plus voulu, on n'aura pas d'autre choix que de foutre le camp de partir. J'y vais assez trivialement. Alors, il est évident que la révision de notre stratégie générale en Afrique interroge toutes les composantes de notre On en parlait tout à l'heure, qu'ils sont en train de revoir l'approche. C'est ce que nous sommes en train de dire. C'est-à-dire que je vous ai dit que la France a une politique stratégique. C'est-à-dire que si vous écoutez bien ses propos, c'est parce que... Qu'est-ce que vous écoutez? Non. Entre le gouvernement, permettez-moi. On a l'impression qu'on se... Non, si. La France est en train de vouloir changer d'approche. Chose qui est d'accord. Chose qui est d'accord. Parce qu'il faut qu'on comprenne. Je suis d'accord avec ça. Vous voulez que le Burkina se méfie finalement. Je crois que c'est un peu ça la crainte. Non, mais c'est le propos de l'ambassadeur. Que de dire c'est un double jeu, ne vous faites pas forcément prendre, il faut rester en éveil. C'est clair qu'il faut rester en éveil. Mais justement, c'est ce qui se passe. Dans les relations hommes-femmes, vous savez, quand les hommes ça vient, nous les femmes, on sait que oui, c'est gentil pour 2 ou 3 jours. Vous savez quand même que ce que le Cornu a dit il y a de cela quelques jours, il n'a pas c'est sorti nulle part. Qu'a appliqué l'ambassadeur. Il y a eu, vous vous souvenez, la France, vous vous souvenez que Macron a eu une réunion avec tous les ambassadeurs, avec tout le gouvernement français, c'est-à-dire de revoir la stratégie avec laquelle on peut désormais aborder les pays, c'est-à-dire l'Afrique en général. Effectivement, parce qu'ils ont compris qu'ils sont rejetés en Afrique et qu'il fallait revoir mais justement, l'approche. je vous ai pris l'exemple d'une souris tout à l'heure. C'est-à-dire que... il y a des métaphores ici aujourd'hui. Marie c'est-à-dire que, ok, d'accord, on ne veut pas de vous, il n'y a pas de souci. On ne vient pas, et comme on ne va pas venir, mais on sait quand même que vous, tôt ou tard, vous allez avoir besoin de nous. C'est-à-dire qu'on joue la carte, on joue la carte de l'ignorance. C'est-à-dire qu'après, on va vous voiler les yeux, et après, par derrière, on revient en force. Donc, il faudrait que le Burkina Faso soit, comme vous l'avez dit tout à l'heure, il faut être très vigilant. Il faut être très très vigilant parce que la France, aujourd'hui, quand la France met son 5 francs, parce que vous allez écouter, nous sommes toujours sur ces mêmes antennes où on va vous dire que la France a fait un don peut-être de 32 millions d'euros au Burkina Faso pour ci, pour ça, pour ci. Donc, il faut que le Burkina Faso soit clairement vigilant à ce niveau. Accordons quand même au Burkina Faso cette habileté quand même à savoir désormais comment placer ses pions, parce que le Premier ministre burkinabé Apollinaire Kelem, d'ailleurs il y a quelques jours de cela, était au Ghana, je pense. Au Ghana, effectivement. Des assises, je pense, d'Accra. Sur la sécurité en Afrique. Sur la sécurité. Lui, le premier, est monté au créneau, quant à dire, d'ailleurs, le Mali a refusé d'y aller. Lui, il y est allé, mais puisque dans l'approche qui était initiée par les pays d'Afrique de l'Ouest qui sont réunis donc, lors de ce sommet de ces accords d'Accra, initie dans des démarches pour pouvoir apporter des solutions sécuritaires aux problèmes que connaît l'Afrique de l'Ouest globalement. Et malheureusement, les fonds qui doivent être alloués à cet effet, eh bien, il en faut encore. Et était invité notamment l'une des figures de proue de l'Union européenne. Je prends le président du Conseil, je ne sais pas trop qui, je m'emmène un peu les pensons. Mais lui, Apollinaire de Kelem monte au créneau quant à dire, si on a besoin des fonds pour initier notre démarche et qu'on repart déjà vers l'Occident pour demander, moi je ne suis pas d'accord. Voilà. Si on décidait, et d'ailleurs j'avais eu cet extrait lors d'un sujet que j'ai eu à traiter, où Apollinaire de Kelem, il disait, si on décidait de retirer 1 franc dans chaque cacao qu'on vend, dans chaque kilo de cacao qu'on vend, si on décidait de retirer conjointement 1 franc dans chacune de nos actions, je pense qu'on pourrait avoir assez d'argent pour implémenter ce qu'on pense, sans avoir besoin de demander encore des fonds. Donc,
si vous n'êtes pas, vous, le reste de la communauté d'Afrique de l'Ouest, de ce sommet en tout cas qui sont réunis ici, si vous n'êtes pas à même de réunir les fonds, et parce qu'il était clairement question du Burkina Faso aussi lors de ces assises, quand tu as déployé des soldats de ce côté, des soldats conjointement venus donc de ces différents pays, il précisait bien que si vous ne pouvez pas mettre de l'argent vous-même, que vous comptez encore sur ces gens pour nous donner les sous pour même nous, et je ne suis pas d'accord avec ça, et je ne serais pas d'accord. Un peu comme ce qu'on observe en RDC, non, je pense qu'il est assez vigilant quand même. C'était juste pour revenir sur le fait que s'il a fait cette sortie il y a quelques jours à Accra, quant à dire que mission de l'argent qui vient des gens là. Mais plus que si vous acceptez automatiquement. Et que quelques jours après, il signe cet accord, c'est forcément sur la base de quelque chose de solide. Voilà. Et il se méfie à ça. Merci, Koumabité Kouetchou. Tout à l'heure, on prendra l'avis de notre consultant permanent, M. Noumissi Wafo. Mais avant, on s'intéresse à l'info du jour et c'est avec vous, Koumabité. Merci. Et Mamoto, aujourd'hui, on va parler donc de l'info du jour. Il s'agit de la Côte d'Ivoire, et quand on parle de Côte d'Ivoire, on parle donc du début du procès de l'attentat donc de Grand Bassam. L'information nous fait donc comprendre, avec le concours de la réalisation, que le procès de plusieurs accusés, le procès de plusieurs accusés dans l'attentat djihadiste de la ville de balnéaire ivoirienne de Grand Bassam, qui donc avait fait 19 morts, dont des ressortissants européens en 2016, et cela pratiquement 6 ans de cela, s'est ouvert aujourd'hui, ou alors s'ouvre aujourd'hui à Abidjan. Le 13 mars 2016, 3 jeunes assaillants avec remonté donc la plage de Grand Bassam, proche d'Abidjan et très fréquentée par des étrangers, puis pris d'assaut plusieurs hôtels et restaurants, tirant donc à la Kalachnikov sur des clients en terrasse, avant d'entrer, neutralisés par les forces de sécurité ivoiriennes. Revendiquée par la branche d'Al-Qaïda au Maghreb islamique, cette attaque djihadiste, la première survenue en Côte d'Ivoire, avait fait 19 morts, dont 4 Français. La procédure judiciaire ouverte donc à la suite de cet attentat a abouti au renvoi de 18 accusés devant le tribunal criminel pour répondre des faits d'actes terroristes, assassinat, tentative d'assassinat, recel de malfaiteurs, détention illégale d'armes à feu et de munitions de guerre et de complicité des 10 faits, a précisé donc il y a une semaine dans le communiqué Richard Abdou, procureur de la République d'Abidjan. Il a rappelé qu'outre les 4 Français, 9 Ivoiriens, un Libanais, une Allemande, une Macédoine, une Malienne, une Macédonienne, voilà, autant pour moi, merci, une Malienne, une Nigériane et une personne non identifiée avaient donc été tuées lors de l'attentat. 33 personnes de diverses nationalités avaient donc également été blessées. Seulement 4 de ces accusés, donc actuellement en détention provisoire à Abidjan, devraient être présents à ce procès. Les autres étant donc soit en fuite, soit détenus au Mali, selon Aube Rimoelleux, l'un des avocats des parties civiles françaises. Voilà donc l'information du jour de ce côté à Abidjan, Côte d'Ivoire. On parle toujours de l'Afrique de l'Ouest. Cette fois-ci, on parle de juridiction, on parle de crime autour de l'histoire. Oui, 2016-2022, qui a même une histoire un peu dramatique. Oui. On parle donc de ces personnes que Al-Qaïda, une tuerie que Al-Qaïda a revendiquée, des terroristes qui en ont revendiqué. On voit une image du président Alassane Ouattara sur les lieux. Ouais. Alors, qu'est-ce qu'on retient aujourd'hui, Kouetchou, 2016 à 2022, le procès qui s'ouvre aujourd'hui et qui met donc plusieurs assaillants à la barre, qui sont donc de plus ou de moins inculpés, c'est-à-dire port d'armes illégales et des munitions, tout ce qui va avec. Qu'est-ce qu'on retient de la Côte d'Ivoire aujourd'hui? Est-ce que c'est un pas en avant?
en tout cas, pour faire un pas en avant, il est important d'enterrer les blessures du passé. Et ça, c'est une blessure encore ouverte du côté de la Côte d'Ivoire. C'est d'autant plus que ces événements jetaient malheureusement un voile sur le secteur du tourisme en Côte d'Ivoire. Parce que lorsque survenaient ces événements, d'ailleurs, vous le releviez encore tout à l'heure, les victimes étaient étrangères. Oui. Il y avait une bonne partie des victimes qui étaient étrangères. Macédoniennes, françaises, maliennes, voilà. Et aussi... Vraiment venant de tous bords. Et on avait quand même encore un peu de fraîcheur à cœur au sortir des événements post-électoraux avec Alassane Ouattara qui était encore à 2 ans et quelques peut-être un peu plus à la tête du pays. Bref, la Côte d'Ivoire en a souffert parce que la destination Côte d'Ivoire après ces événements n'était plus... a pris un coup. Déjà qu'on avait encore du mal, la Côte d'Ivoire sortait à peine des événements post-électoraux et la crise et la guerre que ça avait entraîné. Et essayant de sortir de l'eau, la tête de l'eau, il y a ces événements qui venaient encore apporter un gros coup. Et on peut voir à la tête d'Alassane Ouattara vraiment la tête d'un président qui se dit je n'avais vraiment pas besoin de ça. Parce que franchement, je suis en train de me battre à ce que la destination Côte d'Ivoire soit encore quand même mieux dépeinte à l'international, qu'on ne voie plus ça comme un pays en guerre, et ces événements surviennent. Donc, elle a pu quand même, la Côte d'Ivoire, avancer malgré ces événements. Et aujourd'hui, quand même, ce n'est pas un couteau remué dans la plaie, c'est simplement un besoin pour avancer que de comprendre qu'est-ce qui s'était passé. Un hommage, apporter peut-être plus d'explications à ces victimes, parce que ce n'est pas qu'il y a un 2 poids 2 mesures quant aux victimes, mais on le sait, lorsque dans une attaque, il est des victimes étrangères, la situation est davantage grossie. C'est davantage grossir parce que voilà, tous ces pays ont un regard quant à dire vous avez négligé nos ressortissants, est-ce que vous avez assuré leur sécurité? Parce que chaque fois que vous recevez des étrangers sur votre territoire, et c'est la raison pour laquelle à la faveur des grands événements, même sportifs, tout ce qui implique un grand brassage, on met l'accent particulier, on met l'accent sur les la sécurité. Parce que vous êtes garant désormais de la sécurité de ces populations qui quittent de leur pays pour venir chez vous. Donc vraiment, c'était un point très très noir dans ce premier mandat d'Alassane Ouattara. Et je crois qu'il est aujourd'hui, il garde encore au travers de la gorge ou encore du cœur une volonté quant à punir ceux qui étaient derrière ces événements. Et on espère peut-être qu'avec ce procès, finalement, aujourd'hui. Oui, mercredi. Aujourd'hui, mercredi. Merci. Donc, un 13 mars 2016. C'est un dimanche, c'est un rappeler. Dimanche noir. Un dimanche noir pour les populations d'Abidjan, beaucoup plus de Bassam. Bassam qui est loin. La ville balnéaire. Voilà, la ville balnéaire où il y a une grande plage et puis le tourisme de ce côté-là. Voilà, justement. Donc, après, ces effroyables scènes, ou alors cette effroyable scène, Abidjan a quand même pris un coup économiquement, et comme Kouetchou vient de le souligner, c'était vraiment une page noire pour le président Alassane Ouattara à ce moment-là. Mais qu'à cela ne tienne, c'est pour rendre hommage aujourd'hui, comme Kouetchou l'a souligné tout à l'heure, c'est pour rendre hommage aux victimes, et puis en fait éclairer les lanternes des familles des victimes qui aujourd'hui très important, voilà. Et Mamuto, c'était une page triste hier encore, on parlait du Cameroun avec cette page triste également. Aujourd'hui on parle donc de cette page triste. Décidément la semaine on espère que demain jeudi, ou alors comme demain c'est le 1er décembre, on va essayer de sourire. En tout cas, tout dépendra de vous aussi. Tout dépendra de moi. De toutes les façons, demain c'est un nouveau jour, c'est un nouveau mois. On se retrouve donc demain pour des nouvelles informations concernant l'information du jour. Pour l'instant, je passe la passe, ou alors je donne la passe à Emma Moto pour la suite. Et moi, je donne la passe à Kouetchou pour les 1 du jour. Komabité, merci pour cette information de ce 30 novembre 2022. Et comme je l'ai dit, je donne la passe à Kouetchou pour les 1 de ce jour.
Droit au but, on démarre au Cameroun aujourd'hui dans notre tour des unes du jour, notamment avec le billet hebdomadaire L'Essentiel. Alors quel est l'essentiel à retenir de la une de L'Essentiel au Cameroun? Eh bien on parle de la crise anglophone, et donc des problèmes sécuritaires que connaissent le Cameroun depuis déjà plus de 7 ans, près de 7 ans déjà. Alors, crise anglophone, 3 terroristes arrêtés aux États-Unis. Voilà, pour rappeler que dans cette crise que connaît le Cameroun déjà depuis plusieurs années, la diaspora camerounaise avait été pointée du doigt comme étant les instrumentalistes, j'ai presque envie de dire, en tout cas ceux qui instrumentalisaient donc cette guerre. Et donc, selon le département américain de la justice, les 3 accusés, Claude Nchi, Francis Nchini et La Nestor Lamgri, ont sollicité et levé donc des fonds pour l'équipement des fournitures, des armes et du matériel explosif devant être utilisés dans les attaques contre les populations et les forces de sécurité dans le nord-ouest et le sud-ouest du Cameroun, qui sont donc les 2 régions particulièrement concernées par ce qu'on est convenu d'appeler au Cameroun la crise anglophone, qui continue encore malheureusement, même si les tensions ont très très grandement baissé. Voilà, c'est une actualité en tout cas à lire dans la parution de ce jour de L'Essentiel au Cameroun. L'essentiel de l'actualité au Cameroun, cette fois-ci, c'est avec le quotidien Le Jour, qui lui s'intéresse à une affaire de football, mais qui au Cameroun revêt une importance des plus capitales, l'affaire Onana. L'affaire André Onana, sauf à rien en dire davantage, de quoi il retourne simplement du fait que le gardien camerounais titulaire, sociétaire de l'Inter de Milan, a été écarté lors de la 2e sortie des Lions indomptables dans la Coupe du Monde, et que les raisons quant au fait qu'il ait été refoulé du 11 entrant et même globalement de l'équipe nationale vont bon train sur les réseaux sociaux. Et c'est une ébauche de réponse en tout cas que Le Jour vous propose ce matin dans l'affaire André Onana. D'ailleurs, la grosse question qui reste aujourd'hui en suspens au Cameroun est celle de savoir, est-il encore au Qatar, puisque les dernières rumeurs font état de ce qu'il n'est même plus avec la sélection camerounaise pour des raisons d'indiscipline. Sera-t-il aligné lors de la 3e sortie des Lions indomptables face au Brésil? En tout cas, plusieurs questions que soulève l'affaire Onana au Cameroun. On va sortir du Cameroun, s'intéresser à l'actualité du côté du Burkina Faso avec le site Wakatsera qui lui s'intéresse à l'actualité en Côte d'Ivoire. Côte d'Ivoire, Blé Goudé a frôlé l'arrestation. Voilà, le leader du Congrès panafricain pour la justice et l'égalité des peuples, Charles Blé Goudé, a confié, selon Wakatsera, avoir frôlé l'arrestation au Ghana le vendredi dernier, alors qu'il était sur le chemin du retour en Côte d'Ivoire. L'ancien ministre de Laurent Gbagbo, qui est rentré au pays après plusieurs années, une dizaine d'années d'absence, a rencontré donc le 29 novembre, c'était hier, le ministre ivoirien en charge de la réconciliation nationale. Et donc l'ancien ministre de la Jeunesse, Charles Blé Goudé, a signé son retour en Côte d'Ivoire. C'était samedi dernier, il faut le rappeler. Et c'est lors de cet entretien donc qu'il a relevé voilà, cette information qui était encore assez peu connue. Voilà. Pour en savoir davantage, Wakatsera, je vous invite vivement donc à vous y rendre. Et on y reste d'ailleurs pour évoquer l'actualité cette fois-ci toujours au Burkina Faso. Le partenariat militaire entre la France et le Burkina Faso en discussion à Ouaga. Sujet qui est d'ailleurs l'objet de notre sujet du jour. L'ambassadeur de France au Burkina, Luc Alad, qui a été reçu le 29 novembre 2022, hier, en audience par le Premier ministre burkinabé Apollinaire Kielem. Il s'est agi entre autres d'échanges autour du partenariat militaire entre la France et le Burkina Faso. C'est toujours à lire dans Wakatsera.
ira. Pour sortir de notre tour d'actualité de ce jour, en tout cas on prend l'avant-dernier, diplomatie en Côte d'Ivoire, l'ambassadeur de la Mauritanie salue le processus de réconciliation réussi en Côte d'Ivoire. Voilà, l'ambassadeur Mohamed Abdali Katra a félicité le gouvernement ivoirien pour le processus de réconciliation réussi. Et là, je cite ses propos, lors de la célébration du 62e anniversaire de l'indépendance de la République islamique de la Mauritanie. C'était lundi, le 28 novembre 2022. À la résidence de l'ambassadeur à Abidjan. Voilà, entre autres propos recueillis par Abidjan.net. Je tiens à féliciter le gouvernement ivoirien pour le processus de réconciliation réussi grâce à la sagesse et la clairvoyance du président de la République, Alassane Ouattara. Autant dire qu'il ne tarit pas d'éloges à l'endroit du président ivoirien. Pour sortir de notre tour des unes, finalement, on s'intéresse à l'actualité sportive non pas en Côte d'Ivoire, au Sénégal, avec le quotidien.sn, le site sénégalais, qui bien sûr s'intéresse à l'actualité qui fait énormément parler dans le pays. Aliou Cissé, le roi lion, titre donc le quotidien.sn. On a une expérience collective qui nous permet de gérer ce genre de match. Voilà. Après la qualification, donc, Aliou Cissé a affiché sa joie en attendant donc de faire face dimanche à l'Angleterre. Et ce sont donc les propos du sélectionneur des Lions de la Teranga qui sont recueillis dans cet article du quotidien, le quotidien.sn, du côté du Sénégal. Et c'est donc avec un grand bravo et en vous invitant à lire cet article qu'on fait clap de fin pour notre tour des unes de ce jour. Merci Kwecho, merci pour ces unes très importantes de ce 29. Qu'est-ce qu'il y a avec ce 29? On est le 30. Je ne vais pas sortir de ce mois. Tellement le mois était magnifique pour moi et puis je me dis pourquoi il part, il doit rester. Il était magnifique. Il était magnifique, oui. Il était magnifique. Oui. Okay. Objectif atteint, je vais dire 300%. Oui, avec l'anniversaire, avec le festival. Bravo. Merci. Une vie heureuse? Oui, heureuse, je dirais. Une vie de couple heureuse aussi? Une vie heureuse, comme d'accord. Merci, Kwecho, pour les unes de ce jour. Mesdames, Messieurs, si vous nous rejoignez à l'instant, vous êtes sur les antennes de For You Média Africa en simultané sur For You Radio et c'est votre programme quotidien. On remue l'actu. Le sujet du jour nous a conduit au Burkina Faso, notamment l'ambassadeur français au Burkina, Luc Alad, qui a été reçu en audience par le Premier ministre burkinabé. Est-ce un renforcement de la coopération militaire de ce côté? Vous pouvez réagir à cette thématique en envoyant des messages par rapport à cette thématique sur notre page Facebook For You Média Africa. Et à la fin de l'émission, Koumabité aura le plaisir de lire tous vos messages apparus, peut-être avant de prendre l'image du jour. Koumabité, est-ce que si ces différents pays de l'Afrique de l'Ouest se réunissaient et formaient des troupes, on en a vu en Afrique de l'Est, avec notamment le conflit rwando-congolais, que la communauté des États d'Afrique de l'Est a formé des militaires spécialisés pour des troupes spécialisées pour gérer ce conflit. On a vu des troupes burundais, kenyans se déployer du côté de la République démocratique du Congo pour aider le gouvernement congolais ou alors accompagner le gouvernement congolais à lutter contre le M23. Est-ce que le scénario ne peut pas se répéter en Afrique de l'Ouest, pour qu'on ait pu avoir à signer des partenariats avec des puissances étrangères? Eh bien, pour que le scénario soit le même en Afrique de l'Ouest, il va d'abord falloir une parfaite collaboration et une union parfaite, excusez-moi de la tautologie. Parce que le Mali est victime du djihadisme, le Niger, le Burkina Faso. Donc quand je parle d'union parfaite et de cohésion parfaite, pourquoi je le dis, ce qui est sûr, c'est que si tous les pays de l'Afrique de l'Ouest s'asseyent sur la même table et trouvent un consensus, je pense que ça peut aller. Mais maintenant, il est fort probable que ce soit
négatif. Pourquoi? Parce que déjà, on a parlé tout à l'heure de la Côte d'Ivoire. La Côte d'Ivoire et le Mali qui ne sont pas, ils sont pas en bon terme, là, il faut le dire. Il y a, est-ce que en Afrique de l'Ouest, est-ce que le Nigeria sera d'accord? Est-ce que la Côte d'Ivoire sera d'accord? Est-ce que le Ghana sera d'accord? Est-ce que le Mali sera d'accord? Est-ce que le Burkina Faso sera d'accord? Est-ce que le Niger sera d'accord? Autant de questions qu'il faille se poser. Mais maintenant, on sait très bien que c'est possible de le faire. C'est-à-dire que oui, on s'assoit et puis on décide qu'il faudrait qu'il y ait une force générale, c'est-à-dire qu'on sente que lorsqu'on parle de terrorisme en Afrique de l'Ouest, qu'il y ait une force militaire qui est spécialement formée pour combattre le terrorisme en Afrique de l'Ouest. De même, en Afrique centrale, ça ne devrait pas seulement être en Afrique de l'Ouest, ou en Afrique centrale, ou alors en Afrique de l'Est. Donc, ça devrait être un problème général. Voilà pourquoi on a dit que l'Afrique a les capacités de pouvoir prendre sa sécurité en main, de pouvoir gérer sa propre sécurité. Au Cameroun, par exemple, il y a l'unité spéciale, hormis le BIL, il y a une autre unité spéciale qui est là, c'est-à-dire que on les appelle en général les forces spéciales. On ne les ressent pas trop, mais ils interviennent dans les problèmes vraiment, dans les cas très spécifiques. Et c'est pour dire que l'Afrique de l'Ouest, comme vous avez pris l'exemple de l'Afrique de l'Est, l'Afrique de l'Ouest peut former des militaires spécialement pour combattre le terrorisme. C'est-à-dire qu'on ne doit pas mélanger tout le corps de l'armée pour dire que non, on va combattre le terrorisme. Ça, c'est faisable. Mais maintenant, est-ce que au niveau diplomatique, au niveau relations diplomatiques entre les États, ça sera opérationnel? Est-ce qu'on va accepter? Ça, c'est une question qu'il faudra se poser. Si on a parlé de la CEDEAO, c'est-à-dire la communauté des États de l'Afrique de l'Ouest, on se rend compte que si déjà, parce que c'est de là que ça doit partir, si la CEDEAO décide que bon voilà, dans ma partie de l'Afrique, voilà ce que je propose, il faudrait qu'il y ait une armée spécialement pour combattre le terrorisme, alors c'est faisable. Mais maintenant, si la Côte d'Ivoire qui joue les jupons de la France dit non, et que le Mali dise oui, et que le Nigeria dise oui, je ne sais pas trop combien, à un moment donné, il y aura un déclic. Donc, du coup, et c'est ça que les Occidentaux ne veulent pas. Les Occidentaux ne veulent pas que l'Afrique réussisse à s'unir. Parce qu'on sait que si l'Afrique réussit à s'unir, ça sera elle n'aura plus besoin du renfort de l'extérieur. Ça, c'est mon point de vue. Merci. Merci, Komabité. Je me retourne vers vous, Kwechu, pour parler de ce sujet, mais pour l'image du jour. Alors, pour l'image du jour... On aura 3 images. C'est l'image du jour du Qatar. Les images du jour du Qatar. Voilà. On y va au Qatar. Vous êtes prêts? On prend la Qatar. Alors, la première, d'ailleurs, je vous en ai réservé 3, même si les 3 sont concentrés sur la rencontre d'hier. Sénégal, Équateur. Voilà, l'Afrique a son premier qualifié donc pour la deuxième étape, la deuxième phase de cette Coupe du Monde, notamment les 8e de finale. Et donc, la première, les fans dans les gradins du Sénégal, qui étaient euphoriques, qui ont porté cette équipe jusqu'à la gloire. On a surlevé. On a surlevé le Sénégal. Parmi donc les fans, et ben un Marocain. Du moins, il s'est très vite fait remarquer. Une belle image, hein, franchement, pour l'Afrique. Et le réalisateur a bien fait de zoomer donc sur cette image. Lui qui essayait de reprendre les pas de danse de ses supporters ghanéens, bien qu'il arborait son écharpe avec Morocco dessus. En attendant la rencontre de son pays, eh bien, il était là. Il était là à danser avec le Sénégal, comme toute l'Afrique d'ailleurs hier, a porté cette équipe du Sénégal qui s'est battu comme un beau diable pour grappiller donc finalement la qualification. Et c'est des images comme ça qu'on aimerait voir. C'est l'Afrique au sud du Sahara avec l'Afrique du Nord. Et moi je suis très surprise parce que on sait que l'Afrique les Africains blancs se mettent toujours à l'écart de nous, Africains noirs. Donc, c'est vraiment un honneur de voir ce Marocain qui est là, qui exécute les pas des danses des supporters sénégalais, qui apporte son soutien au Sénégal. Ça prouve que l'Afrique est en train d'aller sur des pas assez appréciables. Au fur et à mesure, vous savez,
vous savez, ce que nous faisons, ce que les médias font aujourd'hui, c'est pas, on n'est pas en train de prêcher dans le désert, ça il faut le souligner. Hier encore, Kadhafi prônait les États-Unis d'Afrique. On a sous-estimé, Kwame Nkrumah parlait de cette union, on a sous-estimé. D'autres leaders panafricains ont parlé de cela, on a sous-estimé. Mais aujourd'hui, on se rend compte simplement que ces idéologies ou alors ces grands panafricanistes, il y a de cela quelques années, parlaient encore de cette union. On voit quand même un semblant de changement. Ça, c'est pour dire qu'on ne prêche pas dans le désert ici. Et c'est quand même un truc à saluer. Parce que même si, on va dire que sur les réseaux sociaux, il y a le Cameroun et la Côte d'Ivoire qui s'entre-déchirent. Et l'Algérie aussi. Bon, mais on sait très bien... C'est une ambiance bon enfant. On sait très bien que... Bonjour à Alger. Voilà. On sait très bien qu'en Algérie, l'Algérie et le Cameroun, de toutes les façons, la Côte d'Ivoire et le Cameroun, c'était pareil. Mais aujourd'hui... c'est déjà une belle famille. Qui sait, peut-être Ibamuto, alors Kouetchou va épouser un Algérien, qui sait. Donc, du coup, en tout cas, c'est l'Afrique qui gagne. Avec les Marocains, ils sont bien partis d'ailleurs pour avoir l'objectif, c'est que l'Afrique soit unie. Voilà. Ça, c'est l'objectif. Tous les pays africains. C'est l'objectif du panafricanisme parce que tout ce qu'on va dire ici, tout haut, ou alors tout ce qu'on va dire ici, en fait, on va bavader, on va dire que si, on va dire ça. En fait, l'objectif, moi je vais vous dire juste les téléspectateurs, l'objectif aujourd'hui, c'est que l'Afrique soit unie. Ça voudrait dire quoi? Que tu sois du Tchad, que tu sois de Malabo, que tu sois Maroc, voilà, que tu sois de Kamouansé, au Burkina Faso, que tu sois de Morocco, je ne sais pas trop où. Bref. De Bamali, dans le village de Sadio Mané au Sénégal. Voilà. Par exemple. Qui est très heureux actuellement. Par exemple. Donc, on voudrait ça. On voudrait voir des... C'est-à-dire que des pays africains, on a eu, je crois, ces 5 pays qui sont au Qatar. Effectivement, oui. Alors, si un pays africain est déjà tombé, alors le reste, on soutient. C'est l'Afrique qui gagne de toutes les façons. Et on va continuer à militer pour que l'Afrique soit unie. On continue avec les images. Toujours concernant cette rencontre, c'est un hommage. C'est un hommage qui a été rendu hier et qui a parfois, parfois pas tapé à l'œil de certains supporters. Le 19, le Losa 19 qui était arboré donc, par les supporters et qui était même accolé au brassard du capitaine sénégalais et qui après le match a tenu à dire pourquoi il arborait ce brassard. Simplement, c'était un hommage à cet homme que vous voyez tout en haut à gauche, Papa Bouba Diop. Papa Bouba Diop, une ancienne star du football sénégalais, qui a inscrit le but salvateur, ce qui est considéré aujourd'hui au Sénégal comme le plus grand match de l'histoire du football sénégalais, parce que c'était le but de la victoire contre la France qui était champion en 2002, qui était champion du monde à l'époque. Papa Bouba Diop qui est décédé donc un 29 novembre, c'était hier. Donc jour pour jour, ça faisait 2 ans qu'il était décédé, Papa Bouba Diop. Et donc le Sénégal et les joueurs sénégalais particulièrement, donc le capitaine sénégalais avait donc cette idée-là de lui rendre hommage, puisque c'était d'ailleurs la Coupe du Monde qui avait valu à Papa Bouba Diop d'entrer dans la légende du football sénégalais. Donc un très bel hommage avec cette qualification. Le hommage qui a été rendu, c'est le 29 novembre que le il est Sénégal décédé et c'est le 29 novembre que le Sénégal a eu sa qualification. Ça, c'est donc bravo aux Sénégalais. Et voilà. Il a salué toute la famille de Papa Bouba Diop quant à dire vraiment on est de tout cœur avec vous. Le football sénégalais reconnaît ce que votre mari, votre père a fait pour nous. Et aujourd'hui, cette victoire, on la lui dédie. Donc voilà, c'est ça aussi finalement. Cette cohésion dans le football sénégalais qui vaut aujourd'hui les succès de cette sélection. Ça aussi, il faut le dire. Ils ont suivi le pas. Même le sélectionneur Aliou Cissé faisait partie de cette cuvée de 2002. Il était capitaine d'ailleurs de cette sélection des Lions des Lions de la Teranga. Allez, Mouton, on va sortir avec la dernière image concernant le Sénégal et une vidéo qui vous montre un peu l'attitude des supporters sénégalais après match. Les Sénégalais qui suivent le pas des supporters japonais, il faut le dire, à chaque rencontre, les Japonais ont toujours brillé par cet exemple. À chaque fois qu'ils ont à sortir pour discuter une rencontre,
dès que le match se termine, les supporters ramassent tout ce qu'ils ont jeté, tout ce qu'ils ont utilisé comme ordure, des bouteilles, des papiers, ils ramassent tout. Ils n'attendent pas que le service de nettoyage s'active. Ce n'est pas une exigence parce qu'on a vu le Japon. Ça fait partie de la tradition. Non, ça fait partie de la tradition japonaise. Ils sont très le Sénégal qui suit les pas du Le Sénégal maintenant qui, voilà, on voit des supporters dans le Sénégalais. Faut rappeler que ça, c'était d'ailleurs lors de la deuxième sortie du Sénégal. C'était pas alors, mais même l'hier, voilà, ils ont eu le même geste. Et vous vraiment, imaginez les supporters camerounais sortis d'un match, le bon exemple, les supporters camerounais au sorti d'un match. Bien sûr, c'est faisable. Vendredi, par exemple, à 20h, je crois que si les Lions se qualifient, je crois que... Après une défaite, ils pourraient... fait propre quand même dans les tribunes. De toutes les façons, le Cameroun est propre dans les gènes. Oui, bien sûr. En tout cas, bravo aux supporters sénégalais, bravo au football sénégalais, bravo à tous les Sénégalais qui nous écoutent. C'est toute l'Afrique hier qui vous a porté et pour cette première qualification africaine, on est heureux, on est content et on vous dit Nangadef. Voilà, Nangadef. Voilà, Nangadef. À toutes les populations de Dakar. Bon, maintenant, il y a un danger. Le Sénégal va rencontrer en 8e de finale l'Angleterre qui jusqu'ici a fait du vent sur vent. 9 points sur 9. Voilà, 9 points sur 9. Vous savez, quand tu regardes le lion et que tu fuis, c'est pas la même chose quand le lion te regarde et puis prend la course. C'est-à-dire que ça veut dire que quand vous regardez le lion et que vous le voyez, vous fuyez. Ce n'est pas la même course que quand le lion vous voit et puis le lion commence à vous pousser. Parce que je ne suis pas sûre d'avoir compris, mais je comprends de ce que vous soutenez le Sénégal. C'est-à-dire que le jour que le lion va vous voir, le jour que vous êtes face à un lion... Est-ce que vous pensez qu'ils ont une chance de traverser avec cette équipe anglaise? Si le Sénégal a pu avoir 6 points... Si le Sénégal a pu avoir 6 points, vous pensez que... Elle est en forme, cette équipe sénégalaise. Sans Sadio Mané, c'est clair que ce ne sera pas facile face à l'Angleterre qui, elle également, est très en forme avec en plus, ils ont un bon système de jeu. Et ce qui me marque, ils sont tous jeunes. Et ils barrent ensemble. Vous voyez comment ils barrent? C'est-à-dire que c'est le système bloc. C'est-à-dire on barre tous ensemble. Une symbiose. On monte tous ensemble, on descend tous ensemble. Moi, j'apprécie bien le football sénégalais. On espère que les Lions indomptables du Cameroun ont bien regardé le match, ont bien visualisé le match du Sénégal. Parce que, pardon, je vous en supplie, vendredi, ne nous donnez pas la vessie. Il ne faudrait pas, parce que ce match-là, déjà que le match d'avant-hier a envoyé les gens dans les hôpitaux et d'autres dans les tombes, s'il vous plaît. Ne faites pas ça. On a aussi le Ghana et le Maroc qui est bien parti. Ne faites pas ça chez vous. Ça reste un jeu, c'est le conseil que j'aurais à donner. Voilà, comme on dit au Cameroun, ne mettez pas les organes. Non, mais là, on avait les organes. Non, mais c'est vrai. En tout cas, c'était les 3 images que j'avais pour vous ce matin du Qatar. Merci, Kwecho, c'était magnifique. Ouais. On a adoré et c'est avec ces images que nous mettons un terme à cette production du programme On remue l'actu de ce 30 novembre 2022, dernier jour du mois de novembre. On vous reviendra demain, on va entamer le mois de décembre avec vous, téléspectateurs. Nous vous souhaitons une excellente journée sur nos antennes.